Salut bébé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le nouveau point culture de la semaine. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez délicat, j'ai envie de te dire. Elle m'énerve un peu cette mèche là, non? Elle est un peu casse-couille, ou alors je descends plus de cheveux. Que faire, on ne sait plus. Nous allons aborder 3 époques différentes et une femme sera notre sujet de conversation, enfin plutôt de monologue, par époque. Chacune de ces 3 femmes dont je vais te parler aujourd'hui ont inspiré le réalisateur Ryan Murphy, qui est du coup, oui, le réalisateur et le créateur de la fabuleuse série américaine Horror Story. La série s'inspire très largement de faits réels. Donc aujourd'hui, on va aborder 3 femmes et 3 femmes qui ont inspiré des personnages pour American Horror Story. Alors, la première femme dont on va parler, donc première époque, nous sommes en 1560, le 7 août 1560, en Hongrie, née Élisabeth Bàthory. Wow. Alors Élisabeth Bàthory a inspiré le personnage de la comtesse Élisabeth dans la saison 5 d'American Horror Story, American Horror Story Hotel, et jouée par la fabuleuse Lady Gaga. Élisabeth Bàthory vient au monde dans l'une des familles les plus riches et les plus puissantes de la Transylvanie. Elle y reçoit une éducation grave d'art, en mode on t'apprend à parler plusieurs langues, tu vas en apprendre aussi un peu plus sur les soins, la nature, machin. Mais bref, ça c'est pas tellement le sujet de l'histoire, on s'en bat les couilles. Élisabeth Bàthory sera par la suite surnommée, ça te va te mettre dans le bain direct, elle sera surnommée la comtesse sanglante. Le 8 mai 1575, elle épouse le comte Ferenc Nadasdy. Un peu compliqué comme nom. Je vais te l'écrire là. Voilà. Le 4 janvier 1604, Mr. Ferenc, il meurt en guerre et c'est là que tout commence. À l'âge de 44 ans, Élisabeth Bàthory remplace son défunt mari à la tête du comté. Parce que il est dead, donc c'est elle qui va tout gérer. Donc elle prend direct les rênes du fief et elle épouse Gabriel Ier Bàthory. Donc c'est un cousin éloigné à elle, et il est prince de Transylvanie. Donc let's go, on y va, on fonce dans l'histoire, là c'est parti. On va retrouver des lettres qu'elle aurait échangées avec son époux actuel, Monsieur Gaby. Dans ces lettres, on va découvrir qu'ils se donnaient mutuellement des conseils sur des tortures pour faire régner l'ordre en fait et un peu aussi la terreur dans son royaume. Des rumeurs concernant Élisabeth vont commencer à circuler et ces rumeurs vont dire que c'est une sorcière, qu'elle pratique la magie noire parce que en fait étrangement près de son château des jeunes filles disparaissent peu à peu. Et là, on se pose des petites questions. Plus tard, pendant le procès, on saura qu'en fait, ces jeunes filles, elles étaient recrutées par les sbires d'Élisabeth Bàthory pour devenir ses servantes. Ces jeunes demoiselles étaient des adolescentes. Une fois au château, elles y subissaient de nombreux sévices. Elles étaient battues et fouettées à mort, ou torturées au moyen de tenailles et d'aiguilles, et parfois même brûlées au fer rouge. Un vrai bonheur. Mais pourquoi elle faisait ça? Pourquoi elle tuait des jeunes filles? Eh bien ça je vais te le dire tout de suite bébé. Elle était à la recherche de la jeunesse éternelle, et elle était persuadée qu'en se mettant du sang de jeunes vierges, ou jeunes femmes, très très jeunes femmes, leur jeunesse venait sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Elle était persuadée qu'en fait leur sang la rendait jeune. Donc elle s'enduisait de leur sang. Elle prenait également des bains entièrement composés du sang de ses victimes. Et une légende raconte aussi qu'elle suspendait une jeune femme au-dessus de sa baignoire, que ses sbires lui enfonçaient un robinet dans la gorge. Et après, elle avait plus qu'à ouvrir le robinet et pif paf pouf, on prend une petite douche. Et donc cette meuf se vidait de son sang par ce robinet.
Donc tout ce bordel, ça a fait un pataquès pas possible, et le roi Mathias Ier, il a décidé d'envoyer des hommes au château d'Élisabeth Bàthory pour voir un peu ce qui se passait. On mène une petite enquête, inspecteur gadget vibes. Et quand ils ont débarqué au château, le 30 décembre 1610, les écrits de ce qu'ils ont vu sont extrêmement badants. Je te dis ce qu'ils ont vu. Une domestique portant de nombreux coups et blessures, gisant dans le jardin du château, tandis que le cadavre d'une jeune fille vidée de son sang les attendait dans le vestibule, une dizaine de servantes agonisaient au sous-sol, une pestilentielle odeur de sang et de putréfaction rendait l'air irrespirable. Parfait. Mais malgré tout ça, Élisabeth Bàthory, elle accueille ses visiteurs impassiblement. Genre, clairement, elle s'en bat les couilles. Elle ne prête aucune attention aux scènes qui se déroulent autour d'eux, comme si de rien n'était en fait. Voilà, elle est habituée, elle s'en bat les couilles, pour elle c'est normal. Donc un procès est ouvert, mais madame, comme elle est noble, clairement elle leur dit je vous emmerde, je ne viens pas à mon procès, et c'est tous ses complices qui vont aller au procès à sa place. Donc ces complices vont être jugés coupables de meurtre, d'assassinat et de torture, ils vont être exécutés et brûlés. Quant à Élisabeth Bàthory, elle va être condamnée à la réclusion perpétuelle, donc elle sera enfermée dans une des pièces du château où ni la lumière ni l'air passaient, et son seul moyen de communication avec l'extérieur sera une petite fente par laquelle on lui donnera du pain et de l'eau pour qu'elle crève pas de faim non plus, tu vois. Et c'est seulement 4 ans plus tard qu'elle décédera le 21 août 1614. Et on compte aujourd'hui le nombre de ses victimes à près de 640. On passe maintenant à la deuxième. Donc le deuxième personnage dont je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est Marie-Delphine Lalaurie. Donc Marie-Delphine Lalaurie est née le 19 mars 1787 à la Nouvelle-Orléans. Je préfère te prévenir bébé, si t'as un petit cœur, essaye de passer ce passage. C'est mieux, tu te démerdes, hein, tu cherches comme ça, mais va à la prochaine parce que des trois c'est la pire, clairement c'est la pire. Bon, je ne t'en dis pas plus, let's go, on y va de suite. Donc Marie-Delphine Lalaurie, elle a inspiré Ryan Murphy pour créer le personnage du même nom dans la saison 3 d'American Horror Story qui s'intitule Coven. Elle est jouée par Kathy Bates. Elle vient d'une famille qui fait partie de la bonne bourgeoisie de la cité de la Nouvelle-Orléans. Et franchement, elle a une enfance plutôt heureuse. Et en 1825, elle épouse un médecin français, Louis Nicolas Léonard Lalaurie. 6 ans plus tard, ils emménagent au 1140 rue Royale, toujours à la Nouvelle-Orléans. Et dans cette magnifique demeure, qui est clairement un putain de manoir, les Lalaurie organisent très régulièrement des soirées, des fêtes, des petits repas avec un putain de beau monde. Et tout ce beau monde ramène leurs esclaves. Un truc à savoir sur Madame Lalaurie, elle est extrêmement raciste. Des voisins témoignent qu'il lui arrive de fouetter ses esclaves, de les insulter très violemment. D'ailleurs, une de ses victimes, une fillette de 12 ans, s'est jetée du toit du manoir pour s'écraser quelques mètres plus bas parce qu'elle a malencontreusement tiré sur un nœud en brossant les cheveux de Marie-Delphine Lalaurie. Donc par contre, lors des soirées, elle fait tout le contraire, hashtag faux cul. Elle est grave gentille avec ses esclaves, elle s'inquiète de leur santé, elle prend soin d'eux. Enfin voilà quoi, tu vois, elle fait genre je suis une maîtresse de maison parfaite. La rumeur dit aussi que Marie-Delphine Lalaurie avait attaché une de ses esclaves plutôt âgée à sa cuisinière. En 1834, un feu va se déclencher dans sa villa et on va retrouver la cuisinière en question qui va avouer
avoir mis le feu volontairement à la cuisine dans l'espoir de se suicider parce qu'elle ne pouvait plus vivre au service de Marie Lalaurie. Les pompiers ils débarquent sur les lieux et là ils trouvent juste les propriétaires en train de ranger leurs fringues, leur vaisselle, d'essayer de sauver tout ce qu'ils peuvent dans la maison pour pas que ça crame. Et par contre il n'y a plus de traces des esclaves. Donc tout le monde se pose la question, ils se disent mais putain, ils sont où les esclaves? Donc les voisins qui soupçonnaient Delphine de maltraitance envers ses esclaves décident de rentrer dans la maison et de fouiller la baraque pour essayer de trouver justement toutes ces personnes, toutes ces victimes en fait. Donc ils vont fouiller toute la baraque et ils ne vont pas les trouver. Jusqu'au moment où ils vont monter à l'étage et se trouver devant la porte du grenier qui est fermée. Ils ouvrent cette fameuse porte, et là, la stupéfaction. Une odeur épouvantable d'urine, de sueur, de merde, de sang et de mort remplit la pièce. Des parties de corps démembrés jonchaient le sol, des têtes décapitées reposaient sur des seaux, et des bocaux dans lesquels se trouvaient des organes humains étaient posés sur les étagères. Des esclaves étaient enchaînés au mur, près d'une table chirurgicale. Tous étaient amaigris. La peau striée par les coups de fouet. Le cou armé d'un collier de fer et de clous qui leur maintenait la tête. Certains esclaves avaient été émasculés, d'autres avaient les yeux crevés ou arrachés, tout comme leurs ongles. Certains encore étaient suspendus par les oreilles, les muscles tranchés, les chairs purulentes ou pendues au plafond. Le crâne troué et percé par un bâton, laissé à l'intérieur de celui-ci. L'abdomen ouvert, les viscères sortis, les bras amputés, la peau décollée. Un esclave était enfermé dans une cage pour chien, les os brisés. Une femme avait la bouche remplie d'excréments et recousue. Les langues de 2 esclaves étaient liées entre elles à l'aide d'un fil. D'autres avaient les membres cousus entre eux. Un homme recouvert de miel était en train de se faire dévorer par les rats et les fourmis. Donc ces scènes clairement horribles ont traumatisé les gens qui les ont vues, à tel point qu'ils sont sortis dans la rue pour vomir ou s'évanouir. Ça a provoqué une fureur pas possible sur les habitants de la Nouvelle-Orléans, ce qui est entièrement compréhensible. Donc dû à ça, ils sont restés devant la baraque de Lalaurie pendant des jours, réclamant qu'elle soit torturée et pendue. Delphine Lalaurie, elle, a pris la fuite. Elle s'est barrée à Paris. Elle a toujours nié toutes les accusations. Et une fois à Paris, elle a arrêté totalement de parler de tout ce qui s'était passé à la Nouvelle-Orléans. Et elle est morte en France, donc à Paris, le 7 décembre 1849, à l'âge de 62 ans. Elle, son nombre de victimes n'est pas exact. Il y a un nombre de corps qui n'a jamais été retrouvé, mais on compte une bonne centaine de meurtres. Qui s'appelle Aileen Wuornos. Elle a inspiré le personnage du même nom aussi dans la série American Horror Story et dans la saison 5 Hotel. Elle est jouée par Lily Rabe, putain de jeu d'acteur, parce que, my god, c'est une actrice de dingue. Aileen est née le 29 février 1956 dans le Michigan, et ses parents ils forment tous les deux un couple plutôt violent. Son père il est violent et pédophile, et il bat également ses enfants. Super, le papa génial. Aileen, elle commence déjà à coucher avec son frère à l'âge de 10 ans. Cersei vibes. À 11 ans, elle commence à se prostituer pour gagner de la petite monnaie et des clopes. Et avec cet argent qu'elle gagne, elle s'achète de la drogue. Et plus tard, elle quitte le Michigan pour partir en Floride le 1er décembre 1989. Ce jour-là, la police découvre une voiture abandonnée dont les plaques d'immatriculation ont été retirées et l'intérieur entièrement nettoyé. À 8 km de cette bagnole, on découvre un corps, corps qu'on a du mal à identifier parce que le climat de la Floride est assez spécial, donc l'humidité, la chaleur et tout ça, ça le décompose très rapidement. À la suite de cela, 3 meurtres en 3 mois vont avoir lieu.
Donc voilà, là on est à 4 meurtres déjà, sachant qu'elle va commettre 7 meurtres. Donc il en reste 3, oulala. Elle tue un 5e mec, donc bien sûr, nous on se doute bien que c'est Aileen Wuornos qui tue tout le monde. Et le gars en fait c'était un policier à la retraite, tu vois, qui l'a pris en stop en fait. Elle se prostitue, elle vole les mecs et après elle les bute. Donc il y a une voiture qui est encore découverte un peu plus tard. La voiture on sait pas qui c'est et d'ailleurs le corps ne sera jamais retrouvé. Et c'est en novembre 1990 qu'elle exécute sa 7e victime. Bref, blablabla, ils arrivent à trouver que c'est elle, en fait, les keufs. Le 16 janvier 1991, ils vont l'interroger. Et 8 jours après son arrestation, les flics vont accuser la meuf d'Aileen, ce qui va carrément la faire avouer, en fait, parce qu'elle va vouloir défendre sa meuf. Et donc, elle va avouer que oui, c'est elle qui a buté les 6 mecs. Il y a une seule personne qu'elle va nier avoir tué parce que justement le corps n'aura jamais été retrouvé, donc elle va pas être inculpée pour ce meurtre là. Donc elle va avouer et clairement elle en a strictement rien à foutre, elle déteste les mecs et elle les bute. Moi perso je pense que c'est un peu en partie à cause de son père, mais bon. Voilà, je ne suis pas psychologue non plus. Son procès a lieu le 14 janvier 1992. L'État réclame la peine de mort. Et du coup, elle plaide la légitime défense. Sauf que sa petite amie témoigne au tribunal contre elle. Elle est reconnue coupable de tous les meurtres et elle est condamnée à la chaise électrique. En mars 92, elle plaide coupable pour 3 des meurtres. En juin 92, elle plaide coupable pour un autre meurtre. Et en février 93, elle plaide coupable pour encore un autre meurtre. Au total, elle va être accusée donc de 6 meurtres et elle va écoper à 6 peines de mort. Elle refuse complètement de faire appel et de plaider la folie, ce qui l'aurait sauvé en fait, il n'aurait pas pu l'exécuter, mais elle le refuse catégoriquement parce qu'elle va dire au tribunal que si il ne la tue pas, elle recommencera. Donc son exécution fait débat, il y a un psychiatre qui veut qu'elle soit juste internée pour folie. Mais l'État réclame encore la peine de mort et Aileen Wuornos sera mise à mort 10 ans plus tard, le 9 octobre 2002 à 9h45, heure à laquelle elle va quitter sa cellule pour la dernière fois et on lui injectera une dose mortelle quelques minutes plus tard. Et ses derniers mots ont été, je cite, « Je veux juste dire que je navigue avec le roc. Je reviendrai le jour de l'indépendance de Jésus, le 6 juin, comme dans le film, vaisseau amiral et tout. Je reviendrai. » How you're going to be, at 9:30 tomorrow morning? Are you prepared? I'm prepared. I'm all right with it. I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. So are you saying that you killed in self-defense or in cold blood? Because you've changed your story. I'm just trying to What are you talking about? Change story on what? No, about whether it was self-defense or not. I'm not going to say, I'm not going to get in depth about my cases, Nick. I'm on my way to the chamber, nothing stopping it. Nonetheless, Yeah. you killed 7 men. Yeah, sure And I'm did. asking you, what got you to kill the 7 And men? I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you get it? Not everybody is killing 7 people. So there must have been something in you that was getting you to Oh, do you that. are lost, Nick. You sabotaged my ass society and the cops and the system. A raped woman got executed. Voilà bébé, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ce point culture de la semaine t'aura plu, même si je sais qu'il était un petit peu moins joyeux que d'habitude et un petit peu même beaucoup glauque. Mais voilà, si t'as kiffé, mets un petit like. Mets-moi dans les commentaires lequel de ces 3 personnages t'a fait le plus peur ou lequel tu as préféré. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, petite pute. Et nous, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'aime, gros bisous sur ta grosse chatte. Du love!